Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence nombreuse à cette rencontre. Pour la débuter, je voudrais commencer par deux citations. La première est extraite du communiqué de l'État islamique, publié le jour même des attentats du 13 novembre, et intitulée « Communiqué sur l'attaque bénie de Paris contre la France croisée ». Je cite: « Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du califat a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. » La seconde est une citation du philosophe français Julien Freund. « Je crois que vous êtes en train de commettre une erreur si vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. C'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. » J'ai choisi de mettre ces deux citations en exergue pour illustrer une double incompréhension, un effarant dialogue de sourds entre la population française et les terroristes eux-mêmes, concernant ce que nous croyons qu'ils sont, des fous et des paumés de banlieue, et ce qu'ils croient eux-mêmes que nous sommes, c'est-à-dire des croisés. Je cite le communiqué. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur cette double incompréhension. Notre invité aujourd'hui a dédié sa vie à combattre les terroristes. Il fut, à compter de 1995, juge d'instruction à la section antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, où il eut notamment à gérer les dossiers des attentats perpétrés par le groupe islamique armé, dit GIA, et notamment l'attentat du RERB à la station Saint-Michel, puis avocat général à la Cour d'appel de Paris, puis conseiller à la Cour de cassation, puis le tout premier procureur du parquet national antiterroriste, créé en juillet 2019, ceci jusqu'en 2014. À la suite, il sera conseiller spécial auprès du ministre de la Justice, aujourd'hui jeune retraité. Il est également l'auteur, aux côtés du politologue Gilles Kepel, du livre qui nous permet aujourd'hui de le recevoir, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, publié aux éditions du Plomb, ouvrage très riche et très instructif qui croise donc l'expérience pratique d'un homme d'action aux travaux théoriques d'un universitaire, Gilles Kepel. C'est, pour reprendre une formule que Kepel utilise lui-même, la première fois qu'un professeur et un haut magistrat s'associent pour dresser un bilan complet de la menace djihadiste en France. Le livre, la formule est la suivante: d'un prof et d'un proc. Cher Jean-François Ricard, bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, merci de me recevoir. Ma première question sera de circonstance. Qui a eu l'idée de ce livre? Qui a eu l'idée de contacter l'autre? Ben, je n'en sais rien. Je pense que tous les deux, on a eu, Gilles Kepel et moi, puisqu'on se connaissait depuis un certain nombre d'années, on a eu envie d'écrire ce livre ensemble. Alors, il y a eu un peu de hasard, toujours du hasard, et puis des causes plus volontaires. Le hasard, c'est que à peu près au même moment, à quelques semaines près, Gilles Kepel et moi, on va voir nos fonctions s'arrêter. Lui pensait rester dans ses travaux universitaires pendant encore quelques temps, et puis la direction de l'École normale supérieure va y mettre fin. De mon côté, alors que j'avais donc terminé mon activité de magistrat, j'étais allé jusqu'au bout du bout de ce que je pouvais faire compte tenu de mon âge avancé, mais j'avais repris une activité sous contrat avec le ministre de la Justice de l'époque, Dupond-Moretti, pour mettre en place non plus un parquet antiterroriste, c'était déjà fait, mais un parquet en charge de la criminalité organisée. Il se fait que ce ministre termine ses fonctions à la fin du mois de septembre 2024 et que son successeur, M. Migaud, ne s'intéressait ni au terrorisme ni à la criminalité organisée. Et donc, cette fois-ci, ma retraite, elle était bien réelle. Donc on ne s'y attendait ni l'un ni à l'autre, on s'est retrouvés et on s'est dit, si on travaillait ensemble, on essayait ensemble de mettre nos réflexions, non pas l'une à côté de l'autre, parce que ce livre, ce n'est pas un dialogue, mais c'est un livre qui a été réfléchi en commun, rédigé en commun pendant près de 8 mois, pour nous permettre de comprendre ce qu'on avait vécu, lui comme universitaire, comme chercheur, à partir du tout début des années 80,
Il décrit d'ailleurs sa présence en Égypte, et c'est assez intéressant, on pourra en parler, à l'automne 1981, lors de l'assassinat de Sadat. Et puis, moi, de mon côté, qui, quelques années plus tard, après divers postes, dans le nord de la France, en Seine-Saint-Denis, à Paris, je vais être confronté à ce terrorisme djihadiste tout nouveau. Tout nouveau à l'époque, c'est les toutes premières affaires, c'est 93, 94. Et donc, on va décider de travailler ensemble pour nous d'abord, pour essayer de comprendre un peu, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on s'est dit aussi, mais ce serait intéressant de faire quelque chose pour que les lecteurs puissent comprendre au mieux, et je suis très très heureux de vos deux citations par lesquelles vous avez commencé, parce que la première chose, c'est comprendre, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Nous avons naturellement beaucoup de sujets à évoquer, que ce soit le fonctionnement de l'antiterrorisme, les risques qui pèsent sur la France actuellement et les ruptures éventuelles qu'ils peuvent marquer par rapport à leur forme antérieure. Mais je voudrais, en bon juriste, que nous commencions par un exercice de définition. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le terrorisme? Comment on le définit? Qu'en dit le droit français? C'est vraiment une bonne question, parce que aujourd'hui, ça paraît évident. Tout le monde a entendu parler. Eh bien, la définition juridique du terrorisme en France, elle est relativement récente. Septembre 1986. Je commençais souvent des conférences que je pouvais faire en disant, au moment où je prépare le concours de la magistrature, que je passe à la fin des années 70, on ouvrait les livres de droit, il n'y avait pas un mot sur le terrorisme, ou alors une petite note de bas de page. Le terrorisme, pour les juristes, en quelque sorte, n'existait pas, ou se limitait à une juridiction d'exception à l'époque, qui était la Cour de sûreté de l'État. Et encore, la Cour de sûreté de l'État, quand on regarde dans les textes qui définissent son périmètre d'intervention, on ne parle pas de terrorisme, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, première idée, une notion relativement récente. Une notion qui, donc, est issue d'une loi de septembre 1986 et qui n'a jamais été modifiée jusque-là. Je parle du droit interne. Un petit mot sur le droit international. Il n'y a pas une définition du terrorisme en droit international. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à plusieurs reprises, les États, que ce soit au niveau onusien, mais même au niveau européen, ont eu beaucoup de mal à s'entendre sur cette définition, pour des raisons politiques. Notamment après-guerre, lorsque l'ONU a voulu avoir une définition, on s'est rendu compte que certains pays s'opposaient à ce qui était proposé parce qu'ils considéraient qu'un certain nombre de mouvements de libération, anticolonialistes par exemple, pouvaient avoir recours au terrorisme. Et par conséquent, il n'y a pas eu de définition vraiment utile. Je pourrais vous en parler plus longuement. Donc la première définition, en droit interne, en droit français, 86. Qu'est-ce que c'est à l'époque? C'est une définition qui est très bien rédigée. On a beaucoup de lois qui sont très mal rédigées. On le sait parce qu'on s'en désignait dans l'urgence, elles sont rédigées vraiment bon, pas avec la même rigueur qu'on a connue. On a de grandes difficultés parfois à la Cour de cassation, moi je l'ai vécu, à les interpréter correctement parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Là, la loi de 86, et la meilleure preuve, c'est qu'elle n'a jamais été modifiée, en sein de cette définition, elle va dire qu'un certain nombre d'infractions particulièrement graves, les plus graves, uniquement celles-là, peuvent être considérées comme terroristes dès lors qu'elles s'inscrivent dans une certaine circonstance. Laquelle? Eh bien, il faut que ces infractions s'inscrivent dans une entreprise. Attention, chaque mot a son importance. Dans une entreprise dont la finalité est de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc, il y a trois blocs. L'entreprise, ça exclut tout ce qui n'est pas préparé, tout ce qui n'est pas réfléchi. L'entreprise, c'est quelque chose de construit.
ayant une finalité. Ce n'est pas la finalité de l'auteur, c'est la finalité de l'entreprise. C'est important cette distinction. Je peux vous donner des exemples très concrets. Troubler l'ordre public, on voit ce que ça peut être. Et enfin, comment? Pas l'intimidation ou la terreur. Attention, toute infraction qui trouble l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et là où la notion d'entreprise est importante, n'est pas nécessairement terroriste. Je vous donne tout de suite un exemple. Un tueur en série, ce n'est pas un terroriste. Tout le monde va être d'accord sur cette définition. Personne ne va imaginer qu'un tueur en série, on peut penser il y a quelques années à Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, où il y en a eu un peu partout en France, des gens comme ça, des violeurs en série, des tueurs en série, ce n'est pas des terroristes. Ils ne s'inscrivent pas dans une entreprise dont la finalité est de troubler leur public par l'intimidation et la terreur. Ils vont mettre à exécution leurs pulsions meurtrières, leurs pulsions de délinquance sexuelle, ce n'est pas des terroristes. Donc, il faut bien avoir tout ça en tête. Voilà la définition. Et elle est une définition très exigeante. Quand j'ai été procureur antiterroriste pendant 5 ans, et j'avoue que je ne m'étais pas préparé au début à cela, la plus grande des difficultés, c'était lorsqu'il y avait un événement qui semblait apparemment s'inscrire dans ce cadre-là, c'était de garder la tête froide, recueillir le maximum d'éléments. Je vous expliquerai comment on fait. Pour dire, est-ce qu'on est bien dans ce cadre-là? Est-ce qu'on est bien juridiquement dans le cadre de la loi pour permettre de qualifier ces faits, ce crime, de crime terroriste? Je voudrais prendre un cas concret pour qu'on comprenne bien cette nuance. En avril 2024, un Afghan a poignardé 2 hommes d'origine algérienne à Bordeaux parce qu'il leur reprochait de boire de l'alcool pendant l'Aïd, faisant un mort et un blessé, les 2 hommes en question. Et vous aviez à l'époque refusé la qualification terroriste. Sur quoi se fonde votre raisonnement dans ce cas précis? Dans ce cas précis, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une différence quand même entre motifs religieux et motifs terroristes. L'entreprise ici ne va pas s'inscrire dans une finalité de troubler leur public par l'intimidation ou la terreur, mais va être en quelque sorte une vengeance, une réaction personnelle. On exclut tout ce qui peut être de cette nature. Pourquoi? Parce que la qualification juridique terroriste, ça peut paraître un peu byzantin, hein, les juristes, ils coupent les cheveux en 4. C'est un peu ça. Parce que la qualification terroriste, elle va impliquer un certain nombre de règles dérogatoires. La première, c'est que l'affaire, par exemple, au lieu d'être traitée à Bordeaux, si on la qualifie de terroriste, elle est traitée à Paris. Et puis elle est même traitée à Paris, non plus maintenant par le procureur de Paris, mais par un procureur complètement indépendant, le procureur antiterroriste. Et puis, elle va permettre d'utiliser un certain nombre de moyens juridiques qui relèvent de la criminalité organisée, qui sont les moyens d'investigation plus performants. Et puis, elle va permettre aussi d'aller devant une cour d'assises particulière, une cour d'assises où il n'y a pas de juré. Et puis, elle va aussi impliquer des peines plus lourdes. Et puis, elle va aussi impliquer un régime d'application des peines plus strict. Autrement dit, le régime spécifique des infractions liées aux infractions terroristes fait qu'il ne faut pas, en quelque sorte, étendre ce domaine au-delà des principes. Et attention, comme il y a un seul procureur antiterroriste, chacune de ces décisions pourrait, je n'aime pas trop employer cette expression parce que c'est plus du droit anglo-saxon, mais pourrait faire jurisprudence. Si dans un tel cas, on dit oui, on prend l'affaire, lorsqu'il va y avoir des faits quasiment similaires, il faudra faire la même chose. Donc, il faut être cohérent. On avait rédigé à ce moment-là des doctrines d'emploi très strictes, avec la difficulté suivante, c'est que parfois on est,
c'est l'expression, sur l'épaisseur du trait. Et c'est parfois très difficile vraiment de prendre une décision. On va lui dire, ben, vous auriez pu prendre une autre décision. On a analysé tous les cas de figure qu'on a eu à rencontrer en près de 6 ans. Puisque ça, ils ont continué, après mon départ, à agir de la même manière. Globalement, on est toujours resté sur la même ligne. Il faut s'en tenir à ça. Je crois que c'est très important que dans la lutte antiterroriste, on respecte le droit. C'est la force de l'état de droit qui dit, vous en face, vous ne respectez rien, mais nous, on va appliquer le droit et de la manière la plus stricte possible. Je poursuis cette conversation parce qu'elle me semble très importante sur la question de la qualification. Et évidemment, c'est une discussion qui est extrêmement politique. On reparlera tout de suite après de la nature actuelle de la menace terroriste et notamment de cette notion de djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire d'atomisation du risque terroriste. Mais précisément dans cette perspective-là, je voudrais citer des chiffres qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, que rappelle assez régulièrement Alain Bauer à la télévision, qui sont les chiffres du taux d'homicidité en France. En 2012, ce taux d'homicidité qui réunit les homicides et les tentatives d'homicide a atteint son niveau le plus bas. Il était à 700 homicides. Et depuis 2012, il ne cesse d'augmenter. En 2024, par exemple, les chiffres disent qu'il y a eu 1000 homicides. Et si on intègre les tentatives d'homicide, le chiffre atteint le niveau de 5000. Comment, dans une telle masse, et au regard de cette atomisation du risque djihadiste, conjure-t-on le risque de passer à côté de formes, pardonnez-moi l'expression, mais de micro-djihadisme? Comment est-ce qu'on surveille l'ensemble des homicides qui sont commis en France de façon à garantir de ne pas passer à côté de certains actes? Et on a mis en place un véritable maillage sur tout le territoire. Dans 13 juridictions qui correspondent à des villes dans lesquelles il y a un risque accru, nous avons des délégués qui sont directement en contact avec le parquet antiterroriste. Dans chaque tribunal de France, dans chaque parquet, donc auprès du procureur, il y a également des référents terrorisme. Tous ces gens-là sont réunis régulièrement en visio pour faire le point sur un certain nombre de thématiques. Ils sont donc sensibilisés à ces questions. Troisième élément, dès que le parquet antiterroriste a été constitué en juillet 2019, j'ai entrepris avec mes collègues une tournée dans toutes les cours d'appel pour rassembler tous les procureurs de France pour évoquer ces questions-là. Et donc, ils sont sensibilisés à ce type d'action violente, mais aussi à ce qu'on leur demande de réaliser dans l'urgence. C'est-à-dire, on leur demande, lorsqu'il y a un cas comme celui que vous indiquez tout à l'heure, c'est un individu, par exemple, qui va intervenir en pleine rue, tuer au hasard des personnes, sembler le faire au nom d'une religion, le procureur local va immédiatement, à la seconde, presque dès qu'il est averti, nous appeler. Et appeler la permanence du parquet antiterroriste. Et il va immédiatement lancer un certain nombre d'opérations. Est-ce que cette personne est déjà connue des services de renseignement? Première chose. Est-ce qu'elle est déjà en contact avec d'autres individus qui eux-mêmes sont connus? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à son domicile? Est-ce qu'il y a de la documentation relevant d'organisations djihadistes, par exemple? Est-ce que dans son téléphone portable, est-ce que dans ses ordinateurs, il y a une telle documentation? Déjà, ça va nous donner quand même quelques informations. Comment s'est passé précisément le déroulement des faits? Je vous donne un exemple très concret. C'était à Villejuif, en banlieue parisienne. Un individu va ainsi se jeter sur plusieurs personnes et en tuer un homme et tenter de tuer 2 femmes. Il va être neutralisé par les services de police et
on va avoir des éléments dans les deux sens. D'un côté, des problèmes psychiatriques indéniables. D'un autre côté, une adhésion claire à une vision djihadiste. Suite de l'exploitation de ces supports informatiques. Alors, on fait quoi? On attend, on avance le plus vite possible, mais il faut prendre son temps. Et on se rend compte que le déroulement des faits a été accompli avec une forme de ritualisation. Il a vérifié l'adhésion des victimes ou non qu'il suppose être à la religion. Il a même récité la shahada à une personne qu'il semblait voir être d'origine d'Afrique du Nord. La shahada, donc la profession de foi musulmane. Absolument. Il l'a épargné et en revanche, il s'est acharné sur une autre personne. Donc là, il y a aussi le déroulement des faits qui va faire partie des critères. Il y a aussi tout ce qu'on va donc découvrir à son domicile et tout un ensemble d'éléments de contexte qui vont nous permettre de trancher dans un sens ou dans l'autre, étant précisé que ce n'est pas parce qu'une affaire va rester au début en droit commun qu'on ne pourra pas s'en saisir par la suite si on a de nouveaux éléments. La décision n'est absolument pas définitive et sur de nouveaux éléments qui sont issus, par exemple, d'une exploitation plus poussée des supports informatiques, on pourra très bien se décider, plusieurs semaines après, de se saisir de cette affaire. Voilà comment ça fonctionne globalement. Dernière question très courte sur ce sujet. Vous avez instruit les affaires liées à la série de braquages menée par le gang de Roubaix en 1996, qui à l'époque avait été traitée en droit commun. Et vous dites à propos de cette série de braquages, le choix de ne pas traiter directement sous qualification terroriste ces crimes a été purement politique, pardon, mettant en cause les choix du ministre de l'Intérieur de l'époque. Une pareille situation serait impossible aujourd'hui. C'est du passé, c'est révolu. Je pense, oui. Je pense que ce serait voulu, non pas parce qu'un ministre... Pour le dire plus explicitement encore, les autorités ne pourraient plus maquiller un acte terroriste en France. Alors, je vais aller plus loin encore. Qu'un ministre veut faire de la politique, ministre, hein, il fait de la politique. Ce que je mets en cause dans le livre, ce n'est pas tellement que le ministre de l'époque, pour lequel j'avais une certaine sympathie, c'est l'ancien magistrat en plus, Jean-Louis Debré, qui, dans l'affaire du groupe de Roubaix, a dit bah non, ce n'est pas du terrorisme, c'est des gangsters, c'est du gangsto-terrorisme. Je vous rappelle l'affaire en quelques instants, peut-être parce que tout le monde n'a pas ça en tête, c'est normal. Ça date d'il y a près de 30 ans quand même. On est en 96 et on a un groupe d'individus qui participent à de multiples braquages extrêmement violents dans le nord de la France, avec des armes de guerre, armements lourds. Et à la veille du sommet du G7, qui doit avoir lieu à Lille, on découvre une voiture piégée. Et le système de mise à feu ne va pas parfaitement fonctionner, ce qui fait que l'attentat qui avait été préparé va échouer. Mais ça aurait pu fonctionner, ça aurait été un très gros attentat. Le lendemain, le RAID, donc les services de police d'intervention, arrivent dans une rue, la rue Carrette à Roubaix, et sont accueillis par des tirs de Kalachnikov et de tirs vraiment d'armes de guerre extrêmement violents. Il y en a qui sont blessés très gravement. La maison prend feu et les individus qui sont là, 4 d'entre eux, vont mourir en continuant à tirer jusqu'au bout, alors qu'ils sont en train de brûler vifs et en hurlant Allahu Akbar. Le chef du groupe va s'enfuir en Belgique, où il va être tué par la police belge et un autre blessé. Le chef du groupe, ce n'est pas inintéressant, c'est Christophe Caz. C'était un converti, interne en médecine. C'est pour tordre le cou, dès à présent, à cette histoire, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, des paumés de banlieue, un interne en médecine. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur dit non, la France avait été quand même très marquée l'année d'avant par tous les attentats, l'attentat de Saint-Michel et tout ça. Ça n'avait pas peut-être envie d'entendre parler à nouveau de terrorisme. Ça, c'est une vision politique. Il dit non, c'est pas. Sauf que ceux à qui j'en veux, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est les procureurs de l'époque
qui ont accepté cette vision et qui ont laissé le dossier, donc les dossiers d'attentat, les dossiers de braquage instruits à Lille. Alors comme c'était tellement gros, mon collègue Jean-Luc Bruguière et moi, on a eu le réseau autour de ces braqueurs, ce qui nous a permis de mettre à jour un réseau mondial. Ça, aujourd'hui, le procureur antiterroriste a une liberté, une indépendance totale d'action. Et on n'imagine pas un ministre intervenir pour lui dire ce qu'il veut faire. Je précise par ailleurs que vous rendez hommage à Jean-Louis Debré dans d'autres circonstances, l'attentat du RERC à Saint-Michel, et vous racontez à ce sujet une anecdote, mais je laisserai au public l'occasion de le découvrir en lisant votre ouvrage. Je vous propose d'en venir à un panorama de la menace terroriste en France. C'est vrai qu'on s'est focalisé là sur la menace djihadiste, mais quelles sont les différentes menaces terroristes qui pèsent aujourd'hui sur notre pays? Comment le poids de celle-ci se répartit-il entre la menace djihadiste, la menace d'extrême gauche, la menace d'extrême droite, la menace portée par des États étrangers? Est-ce que vous pourriez nous en faire un panorama? Lourde tâche, je vais essayer d'improviser quelque chose sans dire trop de bêtises, étant précisé que je ne suis plus en phase d'activité et que c'est quand même les services de renseignement, au premier chef la DGSI, qui a la vision la plus fine. Alors, la réflexion, quand même, je donne 3-4 pistes. Première réflexion, la menace de type terrorisme djihadiste reste de très, très loin la première menace. Toujours. C'est clair. Je reviendrai ensuite dans le détail à son sujet. En second, mais à un niveau beaucoup moins élevé, mais qui ne doit pas être négligé, c'est tout ce qui peut relever de l'ultra-droite. Un peu moins depuis un an, mais ça ne veut rien dire, il ne faut pas en tirer de conséquences immédiates. C'est une menace sérieuse avec des gens qui savent utiliser les armes et les explosifs. Il y a eu au moins une bonne douzaine de dossiers qui avaient été ouverts lorsque j'étais en fonction. Plusieurs ont été jugés, la majorité de ceux qui avaient été ouverts ont été jugés, y compris avec parfois des peines criminelles. Des 18 ans de réclusion qui ont été prononcés, qui prouvent que c'est quelque chose de sérieux. Ultra-gauche. On a eu beaucoup moins de dossiers. On a eu un dossier qui a été jugé avec condamnation. Il est actuellement en appel, donc je ne sais pas ce que ça donnera devant la cour d'appel. C'est un niveau beaucoup plus réduit. L'ultra-gauche a choisi, on le voit bien dans ces textes, des actions plus démonstratives de, comment dire, de désordre, plus que de terrorisme. Et d'ailleurs, l'affaire Coupa, qui est une affaire assez connue, est allée jusqu'à la Cour de cassation, alors que j'y étais, et cette dernière a relevé que qu'ils faisaient ne relevait pas du terrorisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils avaient trouvé un système pour mettre en panne les TGV. Il y a aussi beaucoup d'actions de destruction qui sont imputables à l'ultra-gauche, notamment des atteintes contre les antennes relais, par exemple. Est-ce qu'il faut considérer que c'est terroriste ou pas? Il y a encore un débat qui est assez complexe à leur sujet. Mais l'ultra-gauche, beaucoup plus limité. Il y a de l'action violente, mais toute action violente n'est pas terroriste. Toute action violente n'est pas terroriste. Une manifestation violente, il y en a, ne doit pas, sauf en présence de situations très particulières, bien sûr, mais ne doit pas en principe être considérée comme terroriste. La qualification de terroriste, elle doit encore une fois, et je serai toujours très ferme dans le sujet, même si, en tout cas, au moins intellectuellement, puisque je ne suis plus en activité, mais elle ne doit pas être galvaudée. Ça doit rester vraiment bien circonscrit. Alors, qu'est-ce qui reste par ailleurs? Les ingérences d'États étrangers. Oui, parce que les terrorismes indépendantistes basques, l'ETA, ça a été
extrêmement violent. C'est 830 morts quand même, l'ETA. Moi, j'ai connu tous les dirigeants d'ETA. C'est une organisation extrêmement sanglante. Ça s'est terminé. Les Corses, bon, c'est autre chose. L'ingérence étrangère. L'ingérence n'est pas vraiment dans le terrorisme, mais elle peut utiliser le terrorisme. On a eu un dossier où clairement c'était les Russes qui étaient derrière et avec une action qui était à finalité terroriste. On le sait, en Pologne, il y a manifestement des actions terroristes qui sont téléguidées par des entités, ce qu'on appelle des proxys, qui sont téléguidés par certains États. Il y a deux États qui ont déjà agi sur le territoire, les Russes et les Iraniens. L'Iran est un État qui a déjà dans le passé commis un certain nombre d'actions terroristes et qui n'hésite pas à utiliser des multiples intermédiaires, ce qui fait que l'agent exécutant lui-même ignore bien souvent pour qui il travaille. Très souvent, ce sont des purs droits communs qui vont être manipulés pour ça. Alors, je reviens à la vision générale du terrorisme. Puis, vous avez d'autres formes de terrorisme aussi qui peuvent survenir. Il faut être extrêmement vigilant sur ça. Vous avez des formes très particulières qui viennent notamment de certains pays plutôt des États-Unis. Les incels, vous savez, ces jeunes garçons, pas toujours jeunes d'ailleurs, j'ai une bêtise, en tout cas des hommes, qui ont développé une espèce de théorie haineuse contre les femmes et qui seraient capables d'aller jusqu'à commettre des actions particulièrement violentes. Alors, quand on a découvert ça il y a quelques années, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces types-là? Il faut quand même prendre toujours les extrémistes, il faut toujours les prendre au sérieux. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils font ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent. Vous savez, souvent, on attaque les hommes politiques parce qu'ils font, une fois au pouvoir, ils ne font pas tout à fait ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils ont dit. Moi, je suis toujours très inquiet de voir les gens qui font ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils ont dit, surtout les extrémistes. Et il y a des formes de terrorisme qu'on peut voir apparaître, qui ont existé dans d'autres pays. En Norvège, rappelez-vous, les tueries de masse, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il ne faut pas écarter. Les services de renseignement travaillent également sur ce type de terrorisme. Alors, le principal, quand même, il faut le dire, on reste à un niveau important et en cette période de menaces de terrorisme djihadiste. Il y a eu des opérations en Angleterre, en Allemagne, je parle simplement des 2 derniers mois, Angleterre, Allemagne, Belgique, il visait le Premier ministre, et chez nous. Ça fait beaucoup, quand même. Je voudrais, pour compléter votre réponse qui était déjà très claire, citer les chiffres qui ont été donnés par votre successeur à la tête du parquet national financier. Sur 540 procédures actuellement suivies par le parquet national antiterroriste, 86% concernent le terrorisme djihadiste. Et sur les 9 attentats qui ont été déjoués en France depuis janvier 2025, 6 sont en lien avec l'islamisme. Alors je vous propose de resserrer un peu la focale sur la menace islamiste en France. Quelles sont ces mutations récentes? Et je vous tends par là une perche pour parler de cette notion de djihadisme d'atmosphère à laquelle on a fait allusion un peu plus tôt. Alors, là encore, je vais être obligé de faire des réponses qui vont être des oui, mais. J'aimerais bien pour vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais non, la réalité, elle est complexe. Il y a une forme de terrorisme qui est quand même très rare, mais qui nous a frappé de plein fouet, c'est véritablement l'opération projetée. C'est le 13 novembre, c'est le Bataclan, c'est les terrasses, c'est-à-dire des individus qui sont envoyés depuis un centre d'opération terroriste, là depuis la Syrie, à cette époque-là, avec toute une logistique dont ils avaient bénéficié à l'époque, des opérations qui étaient préparées 8 mois à l'avance, des réseaux constitués, et puis tout d'un coup qui vont fondre vers la France et agir. Ce terrorisme projeté, qui est un des plus dangereux, les plus difficiles à déjouer,
il a assez peu existé. Il y a effectivement, vous l'avez en tête, ces affaires du 13 novembre, ces attentats. On peut retrouver aussi les attentats bien avant, 20 ans avant, du GIA en 95, Saint-Michel, etc. Il y en a eu d'autres, mais encore une fois assez peu nombreux. Par exemple, un attentat qui a été déjoué à très peu de choses près. Tout était préparé de manière extrêmement précise en décembre 2000, visant la cathédrale et le marché de Noël de Strasbourg. Mais le reste du temps, ce n'est pas des attentats projetés. Alors, il y a deux autres catégories. Il y a des attentats qui sont en quelque sorte téléguidés. Des gens qui sont chez nous, qui ne vont pas se rendre, par exemple, en Syrie, pour reprendre cet exemple, mais qui, depuis la France, vont être téléguidés pour agir. C'est, par exemple, pour prendre un exemple un peu particulier, ces trois femmes qui préparaient un attentat, qui avaient d'ailleurs réalisé tout ce qu'il fallait, sauf qu'elles s'étaient trompées de carburant, près de Notre-Dame. Ça aurait pu être un carnage. Sauf qu'elles ont mis du diesel au lieu de mettre de l'essence. Ça, c'est la radinerie. Non, mais heureusement, parfois, il y a la chance qui joue, heureusement. Mais là, bon. Et là, ils étaient totalement téléguidés depuis la Syrie, y compris dans les détails pour faire un trou dans la carrosserie du véhicule pour introduire directement l'essence dedans, dans l'habitacle et non dans le réservoir. Vous voyez, jusque dans le détail. Ça a fait des attentats extrêmement dangereux. Et puis, il y a des attentats qui sont simplement inspirés. Et Gilles Kepel, qui avait réfléchi de son côté assez longuement sur ce type de situation, a parlé de djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire de gens qui ne sont jamais allés ni en Afghanistan, ni en Syrie, ni nulle part, qui sont restés parfois essentiellement dans leur chambre, mais qui vont baigner dans une atmosphère djihadiste, en tout cas de propagande djihadiste, et qui vont utiliser, et ça c'est la grande révolution numérique, qui vont utiliser toutes les informations qui sont à leur disposition pour préparer les attentats, notamment constituer un explosif qui est le plus répandu, le TATP, qui peut être constitué de manière artisanale et a des effets dévastateurs. Le TATP, c'est à peu près l'équivalent de la nitroglycérine. Attention, c'est pas comme les charges qu'on a vues dans les années 90 avec des petits mélanges. Ceci dit, avec un bon mélange, on peut faire un massacre et tuer 40 personnes. Hein. Parfaitement artisanal. Je fais une petite incise. Je voudrais que on ait bien en tête quelque chose que la presse souvent déforme. Souvent, les journalistes nous disent « Oh, c'est pas très professionnel. C'est pas des professionnels. » Mais il n'y a pas de professionnels. Alors, ce seraient des gens qui auraient suivi des formations militaires pendant des années. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une formation pendant des années pour constituer une charge explosive qui va tuer 30 personnes. Ce n'est pas extraordinairement compliqué. Et le matériel pour le réaliser se trouve à la portée de tout le monde. Donc, arrêter cette espèce de fantasme que développe parfois un certain nombre de journalistes. Il faut être adroit, il faut savoir se servir des indications qui sont données, mais pas du tout hors de portée de la plupart des gens. Djihadisme de l'atmosphère, c'est donc sans avoir d'instruction. Agir sans avoir d'instruction, se préparer soi-même, en petits groupes, et choisir soi-même la cible,
éventuellement en demandant à ce que l'opération, ou non, soit revendiquée et reconnue par une organisation terroriste par ailleurs. Je voudrais en profiter pour faire une incise là-dessus. Peut-être que c'est un point que vous auriez voulu évoquer tout à l'heure, mais ça me semble important d'en Je vous parler. en prie. Je Euh, m'adapte à votre propos. euh, qui change avec le terrorisme djihadiste, c'est qu'il ne raisonne pas du tout comme nous. Je vous donne tout de suite 3 exemples très concrets. On a parlé tout à l'heure du groupe de Roubaix. Pendant des années, moi, j'ai suivi ces gens et m'a amené en Turquie, à New York, à Montréal, un peu partout. Globalement, il n'y avait pas de chef. Une structure horizontale. Ceux qui ont lu Deleuze et les philosophes comme ça, c'est les rhizomes. Ça correspond à Internet. Donc, déjà, ils ont un fonctionnement, pas toujours, mais ils peuvent avoir un fonctionnement qui nous désarçonne. Qui décide? Pas vraiment le chef. Ça, c'est important. Je dis, ça ressemble à Internet. C'est horizontal. Deuxième différence aussi, une très grande liberté dans le choix des objectifs. Tout à l'heure, je vous parlais d'ETA. ETA, vous aviez des chefs politiques qui disaient il faut s'en prendre à tel patron, à tel procureur. Après, vous aviez une structure en dessous qui était chargée de relever toutes les informations, puis une troisième structure, après la logistique, et une quatrième de mettre à exécution, et tout était ordonné. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La première chose, n'oublions pas qu'on est en présence de religieux. Si on oublie ça, on n'a rien compris. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une sorte d'onction religieuse. Est-ce que ce qu'on veut faire correspond bien à des préceptes religieux? Ensuite, on se donne les moyens. Ça peut être n'importe quoi. On se donne les moyens. Et tout à la fin, on choisit l'objectif. C'est-à-dire qu'il fonctionne exactement à l'envers de nos fonctionnements à nous. Pas son terrorisme, mais nous. Nous, on va se donner un objectif. On a tel objectif professionnel ou personnel, puis on se donne les moyens, on n'y arrive pas, mais enfin, ça fonctionne comme ça. Eux, non. Donc, vouloir croire qu'ils vont penser comme nous pensons, c'est une erreur. Donc, c'est au vu de ces quelques éléments, je vais revenir sur ce terrorisme d'atmosphère, qui est donc commis par des gens, évidemment, dont le fonctionnement est facilité par le numérique, par Internet, mais qui peuvent très bien agir sans contact aucun avec une direction, sans mot d'ordre précis autre qu'un mot d'ordre agissez, comme Daesh d'ailleurs, on l'a encore fait au mois de septembre dernier, et qui vont définir tout par eux-mêmes. La décision d'agir, les moyens avec lesquels ils vont agir, et l'objectif, la cible qu'ils vont définir, qui pourrait être définie au tout dernier moment. C'est ça, ce terrorisme de l'atmosphère qui est beaucoup plus difficile, effectivement, à intercepter avant qu'ils ne frappent, puisque nous, notre travail, c'est de les intercepter avant qu'ils ne frappent. Vous avez mentionné le fait que ce djihadisme d'atmosphère n'est donc plus projeté depuis l'extérieur, l'importance du numérique, des réseaux sociaux dans sa diffusion. Et puis, il y a un troisième trait saillant de ce djihadisme d'atmosphère dont il faut qu'on parle aussi, c'est le rajeunissement extraordinaire des profils qu'il concerne, puisque désormais, des aspirants djihadistes peuvent n'avoir que 14 ans ou 13 ans. Et je voudrais donner les chiffres suivants, qui sont encore ceux tout récents du parquet national antiterroriste. En 2023, il y avait 15 mineurs qui étaient concernés, qui étaient mis en examen, pardon. En 2024, c'était 19 mineurs.
Et depuis janvier dernier, c'est déjà 20 mineurs qui ont été mis en examen par le parquet national antiterroriste. Alors, qui sont ces très jeunes radicalisés? Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont leurs profils? Est-ce qu'ils sont, par exemple, bien intégrés? Est-ce qu'ils ont des bons résultats scolaires? Est-ce qu'ils ont une origine géographique particulière? Est-ce qu'il s'agit plutôt de filles ou de garçons? Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait type, D'abord, si tant est que ce soit possible? oui, alors c'est difficile, mais d'abord faire part de la surprise qu'on a eue quand on a commencé à découvrir ça, parce que, et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce terrorisme djihadiste, à la fois il y a des constantes, religieuses, des objectifs généraux, et puis en même temps, régulièrement, il mute, il change. Par exemple, les premiers des années 90 ou début des années 2001, ils étaient prêts à mourir, mais ils ne cherchaient pas la mort. Ils voulaient tuer, ils étaient prêts à mourir dans leurs opérations, mais ils ne voulaient pas mourir. 2003, il y a un groupe de jeunes, ils ont à peu près 20 ans, ça s'appelle le groupe des Buttes Chaumont, qui, eux, expriment très clairement que ce qu'ils veulent, c'est partir en Irak et mourir en martyr. Ils me le disent en face de moi. Moi je me souviens d'en avoir un qui dit, ah ben, vous m'avez arrêté juste avant que je ne parte, j'allais en Irak, je me serais fait exploser et j'aurais eu les 73 vierges, me dit-il. Déjà, je lui dis, c'est pas 73, c'est 72. Petite déception. Mais ça montrait, et ce n'était pas que des mots. La moitié des membres de ce groupe sont morts ainsi en opération en quelques semaines. Et les autres sont devenus des hauts responsables djihadistes. C'était pas du tout, ça me paraissait complètement fou. C'est pas ça du tout. Bon, plusieurs de ces individus vont devenir les hauts responsables, les uns de Daesh ou d'autres, d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et puis, à l'époque, les femmes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelques femmes de chef sont épouses d'eux. C'est dans les années 2010 qu'on va voir apparaître ces femmes et on en reparlera. Et puis, nouvelle rupture, les jeunes, les adolescents, les mineurs, on n'avait aucun dans les années 90-2000. Dans les années 2010, on en voit qui partent volontairement, pas emmenés par leurs parents, mais ils sont très peu nombreux. Et puis, ça se stabilise au début de 2020-2021. Je suis encore en fonction. En 2023, on m'envoie et ça monte. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est sur le moment et puis ça se maintient? Les chiffres que vous avez donnés montrent que, sans que ce soit des énormes chiffres, il y a effectivement un net rajeunissement. Alors, rapidement, 3-4 réflexions, mais il faudra certainement plus de temps pour comprendre ça. La première réflexion, c'est qu'il y a, au-delà du terrorisme djihadiste, un rajeunissement, on le voit, dans des faits de violence commis par des jeunes. Rappelez-vous, ces jeunes qui sont impliqués dans les affaires de narcotrafic, y compris qui sont utilisés, et le terme d'utiliser me semble parfois juste également ici, pour ces jeunes djihadistes qui sont utilisés dans les réseaux de narcotrafic pour commettre des assassinats. Ça, c'est une réalité. Donc, ce n'est pas peut-être uniquement propre au terrorisme djihadiste. Deuxièmement, cette génération qu'on a du mal pour laquelle on a un peu de mal à comprendre, on n'a pas de recul, c'est un phénomène quand même qui est très récent, hein. C'est une génération totalement numérique, qui n'a connu que ça et qui est en permanence sur les réseaux. Or, Daesh, ça a été une de ses obsessions, ça n'intéressait pas du tout Al-Qaïda, Daesh a mis l'accent très vite, notamment en Syrie, sur l'endoctrinement des plus jeunes. Rappelez-vous ces images épouvantables de lionceau du califat qui a été utilisé pour commettre des assassinats. Ça, jamais les Ben Laden et autres n'y auraient pensé. Daesh, oui. Et Daesh a développé une propagande numérique très bien faite, absolument ignoble, avec des images insoutenables d'égorgement par exemple, mais très bien faite, diffusée et
à destination de ces jeunes. Et ces images-là tournent en boucle. Parce que si on a pu les stopper, il y en a qui les ont conservées et ça continue à tourner. C'est très difficile à tout supprimer. Et donc, ce sont des vidéos qui sont adaptées avec les canons habituels pour ce public-là. Donc, il y a une conjonction d'éléments qui fait que ça va toucher un certain nombre de ces jeunes. Alors, qui sont-ils? Filles et garçons, et les deux. Parfois, comme on l'évoque, je ne sais pas si on l'évoque dans le livre, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, de niveaux scolaires très différents, des gens complètement paumés, et puis d'autres, il y en avait un, moi je me souviens, qui était extrêmement brillant en classe préparatoire. Bon, c'est plus rare. Qui sont-ils sur le plan psychologique ou sociologique? Il y a deux catégories à peu près. C'est difficile de vous donner des catégories quand même, je reste prudent. En plus, il faudrait vraiment une analyse sociologique approfondie sur des chiffres plus importants pour y voir plus clair. Mais on voit quand même, en gros, je reste prudent, deux types de personnalités. D'abord, des jeunes qui sont en pleine crise, dans des familles complètement dysfonctionnelles et qui ont vraiment le cerveau à l'envers. Avec un mélange d'idéologies, ils peuvent être néo-nazis l'après-midi et djihadistes le matin. D'ailleurs, ça ne les gêne pas pour une jeune fille plutôt djihadiste communique avec un individu qui diffuse une idéologie nazie, une espèce de débordement de haine. Mais en même temps, il faut les prendre au sérieux. On en a arrêté quelques heures avant une action, par exemple, au couteau dans une église, à la fête de Pâques, quelques années. D'autres catégories, eux, sont des jeunes beaucoup mieux, si l'on peut dire, psychologiquement que les premiers qui sont quand même très perturbés, mais qui baignent dans une atmosphère djihadiste. De certains secteurs, de certaines cités, de certains milieux familiaux. Ça, c'est une réalité. Et puis, je voudrais terminer sur un point, c'est-à-dire qu'on a les jeunes mineurs, mais on a des jeunes qui sont tout juste majeurs et qui sont aussi de très bon niveau. Prenez l'auteur de l'attentat commis à Arras, qui a assassiné le professeur Bernard. C'est un assassinat, cas préméditation. Eh bien, l'intéressé, tout ça c'est public, on peut en parler, même si l'affaire est toujours en cours, c'est public, je peux en parler, quelque chose qui est très préparé. Et on est en présence d'un jeune d'origine caucasienne, mais qui a quasiment toujours vécu en France, qui est dans un milieu extrêmement rigoriste. Son père a été expulsé, son frère aîné a été condamné dans une affaire de terrorisme, et dans l'affaire de l'assassinat du professeur Bernard, il est non seulement poursuivi, mais son jeune frère est également poursuivi comme complice. Donc, c'est l'exemple même de milieu dans lequel on baigne dans cette idéologie-là. Et en même temps, pourquoi a-t-il commis cela? Ce n'est pas comme le professeur Paty. Il n'y a aucune connotation similaire de blasphème, etc. Non, il le dit. Il l'a dit publiquement et il l'a enregistré quelques instants avant de passer à l'action. Pourquoi a-t-il fait ça? Attention, on est en présence d'un jeune qui n'est pas du tout, encore une fois, un paumé. Un jeune qui vient du Caucase, donc il parle russe, mais il parle aussi toutes les langues caucasiennes, il parle en français, anglais, il parle arabe. 5 langues. Et ce jeune dit, ce professeur-là, c'est lui qui agit contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut, il a tout fait pour nous diffuser vos principes, qui sont les principes contre Dieu, vos principes de laïcité, vos principes de mixité, vos principes d'égalité homme-femme, vos principes de démocratie. Et c'est pour ça que je vais le tuer. Donc il y a tout ça chez ces jeunes.
Il y a des adolescents qui sont complètement explosés, passez-moi cette expression, d'autres qui sont bien manipulés, et puis d'autres qui ont cette conscience absolument ancrée avec une volonté très affichée. C'est donc extrêmement complexe et je ne peux pas dire qu'il y a une catégorie, une seule, il y a tout ça à la fois. Dans les discours auxquels ces jeunes sont exposés et qui servent à les radicaliser, vous mettez en avant, aux côtés de Gilles Kepel, une sorte de rhétorique en deux temps qui commence toujours par un discours humanitaire, ce qu'on appelle le djihad de défense, qui est donc la défense des populations musulmanes opprimées, et ensuite on monte en pression en accroissant la détestation du pays. D'abord, j'ai deux questions à ce sujet. La première, c'est est-ce que les circonstances de la guerre à Gaza nous exposent à des passages à l'acte accrus, du fait même de cette rhétorique humanitaire qui est systématiquement utilisée par les propagandistes djihadistes? Et ma deuxième question rejoint un propos qui est celui de Patrick Calvar, ancien directeur de la DGSI entre 2012 et 2017, qui met en avant la dimension identitaire du djihadisme de ces jeunes, et notamment leur haine de la France et de la République. Et je voulais savoir si cette remarque vous paraît judicieuse et si on peut expliquer d'où leur vient la détestation d'un pays dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont grandi. C'est des questions sur lesquelles on travaille, mais sur lesquelles il n'y a pas que les magistrats. Hein. Je pense que c'est plus des historiens, des politiques. Je connais très bien Patrick Calvar, qui est un grand patron du renseignement et qui a vraiment une vraie réflexion approfondie. Alors, une réflexion générale, tout d'abord. Plus on est extrémiste, plus il faut être convaincu qu'on est une victime. Ce n'est pas nouveau. Regardez l'idéologie nazie, par exemple. Il se fait que j'avais deux casquettes en tant que procureur antiterroriste, le terrorisme, mais aussi quelque chose qui m'est apparu largement au moins aussi important, les crimes contre l'humanité. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Ceux qui ont organisé ce génocide et ceux qui l'ont perpétré étaient convaincus qu'ils étaient des victimes des Tutsis. Et en moins de 3 mois, avec des moyens extrêmement rudimentaires, ils vont exterminer 800 000 personnes. 800 000 personnes, sur un tout petit territoire. C'est un fonctionnement qu'on retrouve systématiquement. Pour agir de manière extrémiste, il faut être convaincu que l'on n'a pas le choix, qu'on fait ça pour se défendre, parce qu'on est attaqué, parce qu'on est victime. Et ils le pensent réellement. Ils le pensent réellement. Que partout, les musulmans sont victimes d'ostracisme, de violence, de condamnation. La question du voile est une question extrêmement importante. La laïcité, telle que nous la comprenons en France, est totalement rejetée et perçue comme une agression à leur encontre. Il y a vraiment un combat de valeurs. Et si je vous ai parlé tout à l'heure de ce jeune qui a tué le professeur Bernard, qui est un des derniers attentats vraiment lourds qu'on a pu subir, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il l'exprime très clairement de la part de quelqu'un qui, en plus, a de la réflexion. Alors, oui, il faut se considérer comme victime. Alors maintenant, les deux questions plus précises que vous posez. La première, Gaza. Ça, c'est encore quelque chose qu'au début, on a du mal à comprendre. C'est qu'il ne faut pas oublier que le Hamas mène un combat qui est pour l'expression, les vrais djihadistes, un combat matiné de nationalisme. Ce n'est pas un combat purement religieux.
Et quand vous voyez un des derniers communiqués de Daesh pris en septembre dernier, vous voyez qu'ils apportent leur soutien du bout des lèvres à ce qui se passe en Palestine. Et pour eux, le Hamas ne se comporte pas comme il doit se comporter parce que son fondement n'est pas vraiment religieux. C'est un combat, en quelque sorte, national. Il va donc se servir de l'écho que peut avoir parmi les jeunes musulmans ou moins jeunes, de l'écho que peut avoir ce qui se passe en Palestine pour dire nos frères se font massacrer, mais il ne va pas apporter du tout son soutien au Hamas. Vous voyez cette nuance? Ça, c'est vraiment typiquement le raisonnement djihadiste. Donc, en quoi ça agit? Ça agit en quelque sorte pour remettre un peu d'huile sur le feu, pour remettre un peu de carburant dans le moteur, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Aux yeux des djihadistes tels qu'ils fonctionnent, c'est un élément, mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est véritablement un combat de valeurs. Ça, c'est la première question. Sur la seconde, ce combat identitaire, oui, je suis assez d'accord avec cette vision qu'avait Patrick Calvar. Ce sont des jeunes qui vont, des moins jeunes, mais en tout cas, ce sont des gens qui vont tourner en boucle entre eux. Et d'ailleurs, il y a une fameuse boucle informatique qui leur permet d'échanger entre eux et qui sont très difficiles à casser et à pénétrer. C'est une véritable contre-société qui est mise en place. Ceux qui sont revenus de Syrie ou qui sont revenus leur soutien à Daesh critiquent Daesh par le fait que cette organisation aurait voulu trop tôt, en quelque sorte, passer à l'action pour constituer un territoire et qu'il vaut mieux, dès à présent, constituer des sortes de contre-sociétés, y compris chez nous, en attente d'un événement qui leur permettra d'avancer de manière plus efficace. Donc oui, sur cette réflexion que vous avez avancée, je suis assez d'accord avec. Autre question extrêmement actuelle qui est celle du narcotrafic dont on parle beaucoup en ce moment. Je voulais savoir quels sont les liens entretenus entre le narcotrafic et les réseaux djihadistes. Est-ce que l'un et l'autre sont solidaires ou susceptibles de le devenir? Ou au contraire, est-ce que le risque terroriste, entre guillemets, nuit aux affaires du narcotrafic? Est-ce que, par exemple, les services sécuritaires et judiciaires français appréhendent une convergence entre ces deux milieux? Alors pour l'instant, il n'y a pas de convergence. C'est vraiment deux milieux très distincts. Parce Mais que, il faut faire une différence, oui. non, j'allais dire, il y a quand même des affinités électives entre eux. On parle beaucoup aujourd'hui de la prééminence prise par la DZ Mafia en France. Il se trouve qu'il y a beaucoup de profils qui sont cités dans votre ouvrage qui appartiennent à la diaspora algérienne. Donc on peut imaginer des convergences facilement. On peut imaginer, mais alors il faut aller plus loin. Alors, 3-4 réflexions rapidement. La première, c'est que le terrorisme, je l'ai déjà expliqué, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Pas de grandes opérations. Je ne parle pas quand il s'agit d'entretenir des milliers de clandestins ou organiser des départs par centaines et centaines. Mais une action terroriste, ça ne demande rien. En 1995, on avait calculé ce que leur avait coûté une campagne d'attentats. 9 attentats, pas rien. Des clandestins, etc. À l'époque, c'était en France, c'était 20 000 francs. Ça va pas très loin. Hein. Donc, encore une fois, la plupart des actions de financement du terrorisme ne requièrent que peu de moyens financiers. Et s'ils en ont besoin, ils vont, comme lorsqu'ils ont décidé, par exemple, de partir en Syrie, de commettre des séries soit de petits braquages, soit d'escroqueries, etc. On a vu à une époque, c'était cette époque un peu de repli, 2005-2011, que là, ils se sont organisés pour se financer avec du blanchiment, etc. Mais ça reste sur les sommes très réduites.
Donc on n'a pas à On- craindre des attentats de grande envergure avec les moyens financiers dont Il n'y dispose le a, il y a pas narcotrafic. Je besoin de pense par ça. exemple à des attentats qui mobiliseraient des drones, qui mobiliseraient On des armes beaucoup plus chères que celles qui ont Mais été même des utilisées drones, ça jusqu'à coûte, présent. même des drones qui font partie de ce qu'ils prévoient dans certains cas, ça ne coûte pas très cher. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent. Et les deux se méfient l'un de l'autre. Euh, les narcos n'aiment pas tellement agir avec les djihadistes. Ils ne se font pas confiance, ils n'ont pas les mêmes logiques. Avec maintenant, comme je le fais à chaque fois, vous allez vous dire, il part dans une direction, il nous amène à droite et puis après il va repartir à gauche. Ben oui, j'y peux rien. C'est la réalité de ce monde-là. Euh, trois éléments. Dès le départ, on a des anciens voyous qui sont devenus djihadistes. Dès le départ, dès 95, le premier interrogatoire, je suis en présence d'un ancien trafiquant de stupes, un ancien dealer. Bon. Ensuite, les choses vont se complexifier. On va avoir des gens qui continuent leur activité délinquante, mais pour la cause. On fait des braquages, on fait des escroqueries, on fait du stup, peu, mais pour la cause. Jusque-là, on comprend encore. Sauf que les choses se sont encore complexifiées à la fin des années 2010. Prenez l'attentat qui a lieu à Carcassonne, prenez l'attentat qui a lieu à Strasbourg. Dans ces deux cas qui me reviennent en tête, on a affaire à des individus qui continuent leur activité de droit commun pour leur compte, tout en ayant une activité djihadiste puisqu'ils vont faire des attentats. Donc les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Mais encore une fois, c'est plus les djihadistes qui vont avoir besoin des moyens de la délinquance, de la grande criminalité, au papier, armes, etc., et qui vont donc s'adresser à ces gens-là pour obtenir le matériel qu'il leur faut, que véritablement une convergence d'activités. En l'état des zones mafias, ce qui l'intéresse, c'est de faire du fric. C'est avant tout de faire du fric et de posséder des territoires dans lesquels ils peuvent agir en toute impunité. C'est ça qui les intéresse. Les autres ont quand même des finalités différentes et, sauf à ne pas connaître certaines opérations qui auraient lieu au cours des derniers mois, je n'ai jamais vu véritablement une imbrication entre les deux particulièrement poussée. Simplement, peut-être parfois un certain nombre de coups de main que l'un va donner à l'autre, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc dans le cas d'une confrontation directe telle que peut le laisser présumer le débat public sur le narcotrafic en France, on n'aurait pas à postuler que les narcotrafiquants pourraient user d'une stratégie du chaos Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si que je me fasse bien comprendre, si on ne voit pas d'action conjointe djihadiste narcotrafic, en tout cas, chose très limitée. En revanche, pour avoir travaillé également sur les narcos, ceux-ci, dans une stratégie d'affrontement de l'État, peuvent avoir recours à des actions très violentes de type terroriste, comme ils l'ont fait quand ils sont attaqués un centre de gens de la pénitentiaire, comme la mafia l'a fait à une époque, lorsque, face aux attaques menées par le juge Falcone et ses collègues, la mafia sicilienne a développé de véritables actions qui s'apparentent à du terrorisme. Mais là, c'est plutôt les narcos qui s'approprient un mode d'action qu'est le terrorisme parce qu'ils veulent véritablement faire un bras de fer avec l'État. Mais ça, c'est autre chose. j'ai une dernière question avant d'en venir au parquet national antiterroriste et au fonctionnement des services en France. On se rend compte à la lecture de l'ouvrage à quel point les armes employées par les terroristes proviennent la plupart du temps de zones de guerre, notamment l'ex-bloc de l'Est suite à l'effondrement de l'URSS ou les Balkans au moment des guerres yougoslaves. Est-ce que le conflit en Ukraine fait peser un risque spécifique en la matière? Est-ce que il y a une circulation clandestine des armes en provenance de cette zone?
c'est pas du tout écarté, hein. Effectivement, même si pour avoir passé la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, je peux vous dire, c'est quand même pas une frontière qu'on passe comme ça, hein. Mais partout, il y a des États qui sont dans une situation très difficile. C'est quand il y a l'effondrement du bloc de l'Est, on l'a vu à l'époque, je me souviens de ces trafics d'armes massifs qui partaient de Pologne, traversaient l'Allemagne, la France, l'Espagne, puis qui descendaient ensuite dans les pays du Maghreb. On ne peut pas écarter qu'un certain nombre d'armes soient issues, peut-être justement lorsque la situation va se détendre, ce sera à ce moment-là qu'il y aura des risques, effectivement, d'armes, mais pas seulement d'armes, mais également venus de djihadistes qui actuellement séjournent dans ces zones-là. Je vois l'heure qui passe et ça me désole parce que j'ai tellement de questions à vous poser encore. Mais je vous propose, puisqu'on a parlé jusqu'à présent de terrorisme, d'évoquer l'antiterrorisme, les moyens qui sont adossés à cette lutte. Est-ce que vous pourriez nous dire sommairement, en simplifiant évidemment, parce que j'imagine la multiplicité des services, comment est structurée la lutte antiterroriste en France et quelle place occupe le parquet national antiterroriste en son sein? Alors d'abord, Sur les plans du renseignement, bien enfin sûr, bien sécuritaire sûr. et judiciaire. D'abord, pour lutter contre un phénomène comme celui-là, il faut les textes. Et en 1994, quand ça a commencé, on avait cette loi de 86, mais on n'avait pas beaucoup de textes, hein. L'association de malfaiteurs terroristes, c'était un simple délit. C'est-à-dire quelqu'un qui prépare un attentat, et, quand tout est préparé, je donne des exemples dans le livre, il risquait 10 ans au maximum. C'était un simple délit. Donc, il a fallu attendre 2006 pour que ça devienne un crime et 2016 pour que ce crime soit puni de 30 ans. On voit, c'est très lent, hein. C'est lent et les textes dont nous avons besoin ont mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a à peu près surtout, sauf peut-être en matière d'application des peines, des textes qui sont à peu près efficaces. Je peux le dire que par rapport aux autres pays européens, on est de ceux, voire celui qui a les dispositions les plus efficaces. Alors, à l'époque, on avait, il y a 30 ans, très peu de moyens. Il y avait 3 juges antiterroristes pour toute la France. C'est pas grand-chose, hein. 4 membres du parquet. Le parquet, c'est les procureurs, hein. Il y avait une section du parquet, chose non plus, puisque eux devaient aller devant le tribunal. Et puis, quelques services. Il y avait les renseignements généraux à l'époque, il y avait la DST, mais il ne faut pas oublier qu'on sortait presque de la période de tension avec l'URSS. L'URSS venait de s'effondrer. Et la DST était avant tout un service de contre-espionnage. Et donc, il a fallu qu'elle rebascule ses effectifs, ses éléments, mais il faut les former aussi, avec un service qui est un petit service à l'époque. D'ailleurs, vous dites, vous témoignez du fait qu'à l'époque, les gens dans ces services parlaient le russe et pas l'arabe, Absolument. connaissaient le fonctionnement du FSB, mais pas du tout, n'avaient aucune idée du corpus islamique. Il a fallu complètement, ça c'est une certitude, aujourd'hui, tout le monde, vous avez, aujourd'hui, vous tous qui êtes dans cette salle, certainement beaucoup plus de connaissances sur le phénomène du terrorisme djihadiste que ceux qui étaient chargés de le combattre, j'exagère à peine, il y a 30 ans. Ça venait d'émerger et on n'avait pas la culture, on n'était pas formé et les services étaient très réduits. Le service national de police judiciaire, qui était à l'époque la 6e division de la direction centrale de police judiciaire, c'était un service d'une vingtaine de personnes qui était avant tout un service de documentation. C'est pas énorme, hein. Donc tout ça, ça a complètement changé, mais ça a mis du temps. La DST et les RG sont transformés, sont devenus la DCRI, puis la DGSI, qui était maintenant devenue un très grand service, à la fois service de renseignement et service de police judiciaire. Et puis on a créé aussi le renseignement territorial, qui a besoin encore de s'épaissir et qui, lui, travaille plutôt sur, je dirais, le bas du spectre. Il y a également un service qui a été créé dans les années 2010, c'est le service de renseignement pénitentiaire. Et puis, il y a d'autres services de renseignement, comme TRACFIN, qui est un service de renseignement financier auprès du ministère des Finances. Auprès du président de la République, il y a un grand préfet, toujours, et ça a été souvent des choix de très grands préfets,
qui est chargé de la coordination de l'ensemble de ces services et de la lutte antiterroriste. Et l'ensemble travaille avec le parquet antiterroriste, avec des réunions communes régulières, y compris avec un service dont on parle très peu, qui est la DGSE, le service de renseignement extérieur. La DGSI a un rôle au sein des services. Évidemment, le PNAT est totalement indépendant, mais la DGSI a un rôle officiellement de chef de file. Et le patron, la patronne, puisque c'est une femme actuellement, de la DGSI, exerce cette activité de manière extrêmement efficace. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans la situation, je ne dirais pas catastrophique, mais mauvaise, que j'ai connue il y a 30 ans. On dit dans quelque chose où les services ont été considérablement renforcés, s'articulent entre eux, sans aucune guéguerre entre services, comme on a pu le connaître autrefois. Le parquet antiterroriste, lui, est presque un des derniers nés de ces multiples réformes, puisqu'il est apparu, il a été créé en juillet 2019. C'est relativement récent. Jusque-là, c'était le procureur de Paris, mais qui gérait ça parmi beaucoup d'autres activités. Tout ce qui pouvait se passer à Paris, il avait le géré, y compris à Paris, où il y a aussi des fonctions à caractère national, par exemple en matière de grandes catastrophes ou en matière de santé publique. Et donc, le procureur de Paris avait tout ça à gérer en même temps. C'est là on s'est rendu compte que ce n'était plus possible et qu'on a créé ce parquet antiterroriste. Le parquet antiterroriste a d'autres particularités, je vous en donnerai deux, pour ne pas être trop long dans mes réponses. La première, c'est que c'est un parquet intégré. Il fait tout. Il va être en contact avec les services de renseignement avant même qu'on judiciarise. C'est-à-dire qu'on va se réunir, on va dire, ben voilà, on a telle information, on travaille là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas en judiciaire, c'est purement en renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on dit, non, ce n'est pas assez mûr, on ne va pas ouvrir un dossier tout de suite, on attend un peu, on refait le point, on se voit la semaine prochaine là-dessus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on appelle les enquêtes d'initiative? Non, c'est Ah non, pas encore. Pas encore. De toute façon, à la différence de tout le travail de police par ailleurs, les services antiterroristes ne font rien en judiciaire d'initiative. Tout se décide en lien avec le parquet antiterroriste. Ils ne vont pas arriver et dire, ben voilà, on a lancé... Non, non. Ils vont d'abord nous voir. Comme ça que ça se passe. C'est un travail, je dirais, reine courte. C'est vraiment un travail très lié justice, police judiciaire. Mais avant de faire la police judiciaire, il y a un travail de renseignement. Et la DGSI, n'oubliez pas, cette double casquette. Et ce travail de renseignement, ils vont nous en parler, et c'est là où le parquet antiterroriste est en relation avant même qu'il y ait l'enquête judiciaire. Puis au moment où il y a l'enquête judiciaire, c'est le parquet antiterroriste qui va le suivre. S'il y a ouverture d'une information, donc chez un juge d'instruction, par exemple, parce qu'on a arrêté des gens, qu'on va les mettre en examen, on va ouvrir une information chez un juge d'instruction spécialisé, tout son travail va être suivi par un membre du parquet antiterroriste, à qui on va dire, ben tiens, toi, tu vas suivre ce dossier qui est ouvert chez le juge machin. Il va suivre le dossier, et c'est lui qui va en quelque sorte le régler, c'est-à-dire à la fin du dossier, le synthétiser et voir quelles sont les charges dans un sens ou dans l'autre. Et puis qui va décider du renvoi devant une juridiction, tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Et ce qui est particulier, c'est que c'est encore le parquet antiterroriste, et non pas des membres du parquet général, qui est le parquet auprès de la cour d'appel, qui va aller devant la cour d'assises. Et puis à la fin, quand la personne va être condamnée, c'est également une section du parquet antiterroriste qui va suivre l'exécution de la peine. Et quand la personne va être en phase de sortie, qui va préparer la sortie et qui va même suivre cet individu une fois qu'il sera sorti de prison. C'est-à-dire qu'on est présent de A à Z dans toute la chaîne. Ça, c'est la particularité de ce parquet. C'est tout à fait vraiment propre au parquet antiterroriste. Sur le modèle du parquet national financier. Alors, encore plus loin pour les affaires financières. va encore plus loin que le parquet national financier, puisque nous, on a beaucoup de condamnations à des peines de prison. Le parquet on a aussi, mais ce n'est pas le principe. Et donc, ça va très, très loin aussi. Puis alors, nous, on a cette particularité qu'on va devant la cour d'assises. Il n'y a pas l'affaire financière devant la cour d'assises. Or, devant la cour d'assises, moi, j'ai été magistrat devant une cour d'assises.
Le principe, c'est lorsque la cour d'assises lorsque est au siège de la cour d'appel, quel cas évidemment à Paris, ce sont les magistrats du parquet général, donc des gens qui n'ont pas suivi le dossier. Là, je veux encore vous donner un exemple précis. Ce sont ceux qui ont suivi le dossier au sein du parquet antiterroriste qui vont aller assurer l'accusation. Prenons l'affaire prenons les attentats du 13 novembre, Bataclan. 3 magistrats du parquet antiterroriste vont assurer pendant 9 mois le rôle du ministère public devant la cour d'assises pour ces affaires-là. Mon adjointe directe, Camille Hennetier, avait été, le 13 novembre, pendant la nuit, elle était allée au Bataclan. C'est elle qui dirigera l'accusation lorsque l'affaire arrivera devant la cour d'assises. Un autre de mes collègues avait été cette nuit-là au Stade de France, et dès le lendemain, il s'est occupé systématiquement du suivi de ce dossier, c'est-à-dire qu'il a une connaissance des centaines et des centaines de milliers de pages que constitue le dossier. Je crois que ça dépasse les millions d'ailleurs. Lui a suivi ça pendant toute la durée de l'instruction, et il sera le numéro 2 du dossier. Il y avait un 3e collègue qui s'était occupé des victimes cette nuit-là, et des familles des victimes, et qui aussi sera présent pendant les 9 mois de procès. C'est-à-dire, on essaye que ce soit le même qui soit présent, les mêmes tout du long, dans la mesure du possible, évidemment, compte tenu des mutations des uns et des autres aussi. J'ai été surpris et il me semble que c'était important donc d'en parler par ce rôle d'accompagnement des services de renseignement dans la détection et l'entrave des projets d'attentats avant même qu'ils soient commis. C'est-à-dire on n'instruit pas seulement des affaires en cours, enfin des faits accomplis, mais on accompagne en amont. Et puis dans le livre, j'ai découvert aussi avec étonnement que la judiciarisation du renseignement, c'est-à-dire la capacité pour les services dédiés de faire des actes de procédure judiciaire, était associée à l'assassinat du préfet Erignac et aux circonstances très particulières de cet assassinat. Mais là encore, je vous laisserai le loisir de le découvrir à la lecture de l'ouvrage. J'ai une question qui va peut-être paraître grossière, mais je crois qu'elle travaille en profondeur nos concitoyens. Donc je la pose, enfin grossière, je veux dire un peu simpliste. En dehors je respire. En dehors de toute considération morale ou politique, est-ce que vous considérez que le droit est plutôt une force ou une faiblesse pour lutter contre le terrorisme? Autrement dit, quel est l'État en tout cas le régime le plus efficace pour lutter contre les terroristes? Est-ce que c'est un État de droit démocratique ou un État autoritaire et arbitraire? La réponse va être assez nette. Autant, j'ai non pas ménagé la chèvre et le chou, mais j'ai essayé de donner les réponses en toute la complexité qu'elle contenait. Autant là, pour moi, il n'y a aucun doute, pas d'État démocratique. Regardez la Russie, qui est moyennement démocratique quand même. Elle n'a pas tellement échappé à l'État islamique au Khorasan quand ils ont décidé, alors que c'était une petite équipe, de faire un massacre dans cette salle de concert près de Moscou. Regardez l'Iran, grand État démocratique également. Regardez l'Iran dans un de ses lieux sacrés. Là où on a enterré le général Soleimani, grand chef des gardiens de la Révolution, qui est considéré comme personnage mythique en Iran. Je connais bien la culture iranienne, il y a presque un côté religieux le concernant. Là aussi, l'État islamique au Khorasan n'a pas hésité à faire un véritable massacre. Leur efficacité, bon. Non, le droit est important et pour une autre raison. D'abord, parce que nous devons garder nos principes. Je crois que c'est important, on est vraiment dans une confrontation de valeurs. Et eux, ce qu'ils veulent, justement, c'est se trouver en présence d'un non-respect de nos principes. Pour dire, mais regardez, ces principes que vous targuez de démocratie, de respect du droit, de l'état de droit, que vous targuez de mettre en avant et vous mettez en avant,
en fin de compte, vous ne les respectez pas. D'ailleurs, vous nous jugez n'importe comment. Mais justement, moi, le jugement, par exemple, de l'attentat du 13 novembre, qui est le plus grand attentat qu'on ait vécu en France, le fait qu'il ait été totalement public, que tout ait été dit, que toutes les pistes aient pu être évoquées, y compris, on est même allé jusqu'à entendre un ancien président de la République, que toute l'enquête ait été présentée publiquement, que la défense ait pu avancer, y compris de manière parfois assez insupportable, lorsqu'il vraiment il y avait d'agression de certains témoins, mais que la défense ait eu toute la liberté pour s'exprimer. En gros, que le droit ait été parfaitement respecté. Ça donne quand même une sacrée force à notre pays, ça. Et on n'y arrive pas toujours. Oh, ça va être ma petite minute de coup de griffe contre les Américains, mais pourtant, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec les procureurs américains qui étaient pour certains de véritables amis. Mais ils n'ont jamais jugé le 11 septembre. Ils n'ont jamais jugé. Or, il se trouve où le concepteur du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed? Il est là-bas. Il est à Guantanamo, il est entre les mains des Américains. Ils n'ont pas jugé. Je pense qu'il est fondamental qu'on juge. C'était mon obsession pendant mes 5 années à la tête du parquet antiterroriste, c'était juger. Parce que juger, c'est public. Parce que juger, c'est nécessairement contradictoire. Parce que juger, c'est permettre aussi donner la parole aux victimes. Parce qu'enfin, juger, c'est prononcer une décision à l'encontre de gens qui sont poursuivis en la motivant. D'ailleurs, ça a été pour eux un tel choc qu'ils n'ont même pas relevé appel. Je crois que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, je vous donne un dernier chiffre. Entre l'apparition de ces tout premiers dossiers du terrorisme djihadiste fin 93, début 94 et 2019, la création du PNAD, donc en 25 ans, on juge moins de 10 dossiers devant la cour d'assises. On juge beaucoup en correctionnel, mais moins de 10 devant la cour d'assises. D'accord? Mais ensuite, en 5 ans, 2019-2024, on va en juger près de 90, y compris des monstres qui vont prendre 9 mois, comme le du 13 novembre. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on a jugé 5 fois plus, 9 fois plus, excusez-moi, 9 fois plus qu'au cours des 25 années qui précèdent. Juger, je pense que c'est véritablement, même quand c'est difficile, même quand l'auteur a été tué, même quand il n'y a plus que des individus relativement secondaires, et qui sont quand même impliqués. Et parfois des procès très difficiles, des procès très pénibles pour les victimes. Mais il faut juger. Je crois que c'est vraiment la meilleure réponse, et juger, c'est le respect de l'état de droit. Moi, là-dedans, ça ne veut pas dire être inefficace. Attention, il faut que ce soit une justice qui soit à la fois efficace et qui respecte l'état de droit. Vous avez d'ailleurs répondu sur les principes, mais ce dont témoigne votre livre, c'est à quel point, dans un état de droit, dans un régime démocratique, il existe des procédures, il existe des mécanismes de contrôle et de perfectionnement qui permettent de se remettre en cause, de modifier la loi, de s'adapter aux circonstances. Et je crois que votre témoignage rend aussi hommage à l'état de droit et à la démocratie, dont parfois on peut douter de sa puissance à s'emparer de problèmes aussi graves. Je voudrais terminer par des questions un peu plus personnelles, puisque là on arrive vraiment dans les dernières minutes de cet entretien. Tout d'abord, est-ce que vous parlez l'arabe? Est-ce que l'arabe fait désormais partie des compétences requises pour travailler au parquet national antiterroriste? Ben, ça aide. Hein. À une époque, je m'étais mis, j'aimais beaucoup tous les soirs écrire. Et c'est très. La calligraphie arabe est un vrai plaisir. Absolument pas le niveau d'un Gilles Kepel. Hein. Il faut des années et des années d'études. Mais je pouvais repérer quand même quelques mots, ce qui avait un effet, ça les énervait beaucoup. Ils disaient, mais et en plus, ce mécréant,
comprend quelques mots de la langue du prophète. Alors là, mais ne serait-ce que pour pouvoir vous dire un des grands principes de leur fonctionnement, il se traduit comment? Nizam la tanzim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Nizam la tanzim, c'est plutôt l'idée que l'organisation. C'est un des principes d'Al-Souri, et c'est exactement ça. Donc l'arabe, ça aide un peu quand même, oui. Oui, oui, non, mais il faut avoir une connaissance beaucoup plus large de leur culture religieuse. Et si on peut l'arabe, ça peut aider, bien entendu. C'est une véritable culture. Les magistrats antiterroristes sont amenés à acquérir une véritable culture qui est indispensable pour être efficace. Pour être bon, pour être efficace, pour agir correctement, il faut comprendre. Question à nouveau personnelle, vous avez mené vous-même de nombreux interrogatoires auprès de djihadistes. Je pense en particulier à ceux que vous racontez avec Boualem Ben Saïd, l'un des principaux responsables de l'attentat du RERC à la station Saint-Michel. Comment ne pas être affecté dans sa vie personnelle par la confrontation à la violence terroriste? Comment vous y êtes parvenu, si tant est que vous y soyez parvenu, à ne pas vous laisser pénétrer, par exemple, par la paranoïa, la colère, le chagrin? Et puis, question subsidiaire, dans cette confrontation à la violence djihadiste, est-ce que vous avez appris quelque chose sur la nature humaine? Je vais essayer d'éviter d'être trop noir. Je vais être très franc, je pense que ça abîme quand même un peu. On est en présence de gens, Boualem Ben Saïd, quand je l'avais en face de moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir la mort en face. Maintenant, c'est quand même... oui, c'est assez... Bon, je crois que la solution, c'est quand on en a assez, il faut arrêter. Il y a un moment, je suis resté près de 12 ans, j'ai eu l'instruction antiterroriste. Quand j'étais procureur, autre chose, je dirigeais une équipe de 30 personnes, pas pareil. Là, la confrontation, il est là, il est à 1 mètre de moi. Il y a un moment, oui, ça devenait insupportable, donc j'ai arrêté. J'étais faire d'autres choses. C'est la grande question de la gestion des policiers, des magistrats, des hommes du renseignement au bout d'un certain temps. Il faut les réorienter, il faudrait une véritable RH pour gérer ces gens, parce que souvent, moi je peux vous dire, au parquet antiterroriste, moi j'ai eu un immense bonheur. J'avais que des trentenaires et des cadras, donc j'aurais pu être leur père, c'est extraordinaire. J'avais les meilleurs. J'avais des gens d'une compétence extraordinaire et d'un engagement qu'il était tout autant. Mais il faut penser à eux, il faut leur trouver, et souvent l'administration ne sait pas le faire, il faut leur trouver une nouvelle carrière après. Sur la nature humaine, presque envie de dire Joker, hein, c'est pas... C'est-à-dire que, oui, ça me donne une idée d'un... Alors, je vais vous dire quelque chose de personnel, tiens, ce soir. Comme on n'est pas très nombreux, j'ai fait des Je choses... vous rappelle quand même qu'il y a une caméra. Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je risque? C'est peut-être un rejet des extrêmes. Un rejet des extrêmes et viscéral. Ouais, certainement. Un rejet viscéral des extrêmes qui est presque physique. Je vais dire, mais attention, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. Je crois que c'est Orwell qui disait, mais qu'est-ce qui ressemble de plus à un charnier stalinien qu'un charnier nazi? Le refus des extrêmes absolus. J'ai une dernière question. Pensez-vous, qui est encore une fois assez personnel, parce que c'est un sentiment, votre sentiment personnel que je sonde, pensez-vous que les Français soient suffisamment informés quant aux enjeux de l'antiterrorisme? Est-ce que vous avez le sentiment que ce combat incombe excessivement aux services spécialisés, enfin aux services qui y sont dédiés, et que la société, d'une certaine manière, s'en lave les mains? Les médias, les concitoyens, l'école. Est-ce que parfois vous avez eu le sentiment de tenir une digue
sans être suffisamment épaulé par derrière? Alors, d'abord, on n'est plus du tout dans la situation que j'ai connue il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était très seuls, hein. On était très seuls et puis il y avait un vrai déni de partout. «Est-ce que vous exagérez pas un peu?» Bon, on n'y est plus. Je pense que les Français sont bien conscients. Alors, même si, il y a des tendances, Gilles Kepel dit souvent il faut refuser autant le déni que l'hystérie. C'est pareil. Je pense qu'il faut refuser le déni en disant: «Mais non, c'est rien, c'est que l'hystérisation, et cetera, mais tous ces musulmans représentent un danger», et cetera. Il faut rejeter les 2. Et pour répondre plus précisément à votre question, oui, je pense que, non pas le terrorisme, il est pour y répondre, c'est les professionnels. Mais, la dispersion d'idéologies mortifères, c'est une question qui dépasse largement les professionnels. Ceux qui sont en première ligne aujourd'hui, c'est les enseignants, c'est, les encadrants, d'activités, sportives et autres. C'est eux qui se trouvent en présence, de jeunes qui peuvent marquer, des positions qui, je ne dis pas seraient du terrorisme, mais qui sont quand même très marquées par un séparatisme qui peut être violent et qui peut ensuite, aller vers quelque chose d'autre qui pourrait se traduire par le terrorisme. Je pense que la situation, notamment des enseignants, n'est pas une situation facile et ce n'est pas pour rien, encore une fois, que 2 d'entre eux l'ont payé de leur vie quand même. C'est ça, faut pas l'oublier. Hem, il y a des enseignants, des responsables d'établissements, ils n'ont pas la vie facile. Pas la vie facile, et ça, il faut pas les oublier, il faut qu'ils soient soutenus. Je voudrais pour conclure, tout à fait, terminer par, quelques lignes auxquelles j'ai irrésistiblement pensé en lisant le livre. Parce qu'évidemment, c'est un livre qui nous fait réfléchir, qui moi, m'a mis en colère par certains moments, m'a inquiété profondément et donc je pensais à ces lignes des Lettres à un ami allemand, Mmh. d'Albert Camus, confronté à une violence, différente. Nous avons eu à vaincre notre goût de l'homme, l'image que nous nous faisions d'un destin pacifique, cette conviction profonde où nous étions qu'aucune victoire ne paie, alors que toute mutilation de l'homme est sans retour. Il nous a fallu renoncer à la fois à notre science et à notre espoir, aux raisons que nous avions d'aimer et à la haine où nous tenions toute guerre. Pour vous le dire d'un mot que je suppose vous allez comprendre, venant de moi dont vous aimiez serrer la main, nous avons dû taire notre passion de l'amitié. Pensez à ça en lisant l'ouvrage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, évidemment, je le dis en tant que simple citoyen, mais j'imagine que le public s'associera pour votre carrière, à assurer la protection, y compris physique des Français. Et je vous propose peut-être de l'applaudir.